Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui évoluent plutôt dans le calme avec des indices qui sont revenus à des sommets historiques ou quasi en Europe et aux États-Unis au cours des dernières séances. En attendant, la prochaine étape pour les investisseurs après les publications macro des derniers jours et des dernières semaines. On a encore en tête le chiffre d'inflation aux États-Unis qui a permis de calmer les craintes d'une surchauffe exagérée de l'économie américaine. Les investisseurs ont désormais rendez-vous avec le point d'orgue final ou quasi final de la saison de publication de résultats, à savoir les résultats de Nvidia qui seront publiés demain soir à 22h20 après la clôture des marchés américains. Nvidia qui a connu une belle séance hier avec une progression de 2,5% qui a ramené son cours de bourse quasiment sur ses niveaux historiques. Dans l'attente, je le disais, les marchés évoluent plutôt dans le calme avec un indice de volatilité notamment du marché action américain qui est revenu sur ses plus bas de l'année, à peine au-delà de 12. Commentaires, discussions à suivre avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur la sphère action européenne. Quels ont été les enseignements de la période de publication récente, des résultats ou des chiffres d'affaires et d'activité relatifs au premier trimestre, et puis que peut-on dire du momentum pour les actions européennes devant nous et des rotations peut-être qu'il faut anticiper pour la deuxième partie d'année. C'est le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, Roland Caloyan, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, les infos clés du jour. Tendance, mon ami, chaque soir. C'est en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel. L'ensemble des bourses européennes recule aujourd'hui en attendant les résultats de Nvidia demain soir. À ce sujet, selon le FT, on apprend que la division cloud d'Amazon a décidé de transférer toutes ses commandes de puces Nvidia vers les nouveaux modèles Blackwell plutôt que les modèles Hopper aujourd'hui. Les modèles Blackwell sont attendus sur le marché au cours du 4e trimestre. Le titre Nvidia est en légère baisse aujourd'hui après avoir remonté sur des niveaux records hier. Mais avant Nvidia demain, l'heure est à la prudence avec un CAC 40 qui lâche plus de 1% aujourd'hui. Et comme on parle de prudence, un point sur les matières premières s'impose. Hier, l'or et le cuivre ont atteint de nouveaux sommets historiques. L'or s'est changé jusqu'à 2450 $ l'once. Le cuivre culminait à plus de 11 100 $ la tonne au London Metal Exchange. Depuis février, il a pris près de 30%. Un point aussi sur les cryptos. 6 mois après l'approbation de la SEC sur l'ETF Bitcoin Spot, cela pourrait bien être le tour de l'Ethereum, selon des informations de Bloomberg. Après cette rumeur, le cours de l'Ethereum bondissait hier et prenait encore 10% aujourd'hui. Quant au Bitcoin, il dépasse désormais largement les 70 000 $. Côté macro, peu d'indicateurs de premier plan étaient au programme. Les investisseurs ont tout de même pris connaissance des prix allemands à la production pour le mois d'avril qui ressortent légèrement sous les attentes et similaires au mois précédent à plus 0,2%. En zone euro, selon les premières estimations, la balance commerciale atteint un excédent de 24 milliards d'euros en mars contre un consensus d'un peu moins de 20 milliards. Pour ce qui est de l'actualité des sociétés, Airbus reçoit une commande ferme de 14 hélicoptères et une option sur 7 appareils en plus. Cette commande intervient le lendemain de l'annonce d'un accord historique de 19 milliards de dollars pour 105 avions avec Saudia, une compagnie saoudienne. En tête du SRD, c'est Clariane, ex-Corian, qui flambe de 50% en 3 séances. Aujourd'hui, le titre gagne 15% après la présentation de son plan stratégique pour 2023-2026, un plan qui prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% en moyenne. Côté américain, 2 grands groupes de distribution devaient rendre leur copie du premier trimestre ce mardi. La chaîne de magasins Macy's et le spécialiste du bricolage Lowe's. Commençons
notamment donc avec Macy's qui fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu. La chaîne de magasins en profite pour revoir à la hausse son objectif de bénéfice annuel. Le titre ouvre en hausse de 3% à Wall Street. L'œuvre de son côté fait état d'une baisse de ses ventes, mais le recul est moins fort que ce qui était anticipé sur le premier trimestre. Le titre ouvre néanmoins en repli à Wall Street. Demain, avant les résultats de Nvidia, attendus donc dans la soirée, les investisseurs prendront connaissance des minutes de la Fed. Dans le domaine technologique, mais côté Europe, c'est la copie annuelle de Soitec qui sera regardée. Côté macro, l'inflation du Royaume-Uni pour le mois d'avril sera publiée. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Vincent Lecartier qui nous accompagne également. Bonsoir Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave et Philippe Usan à nos côtés également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général adjoint et directeur de gestion d'IM Global Partner. J'essaye de décrire les marchés à travers quelques indicateurs. Je disais, l'indice VIX, la volatilité du marché action américain est au plus bas de l'année, autour de 12, à peine supérieur à 12. Les indices, les grands indices actions des marchés développés notamment sont au sommet. Le Nasdaq était encore sur un niveau record. Alors ça bouge un peu du côté des matières premières, mais si je regarde le pétrole comme indicateur macro, ou en tout cas indicateur de marché, on est autour de $80 le baril. Si je fais la moyenne entre le brut léger américain et le Brent de la mer du Nord, ce qui semble être une description de marché assez calme, si les marchés peuvent être calmes de temps en temps. Philippe, de quoi cette image est-elle le reflet aujourd'hui ? Alors c'est vrai que ça peut sembler un tout petit peu paradoxal. Vous rappeliez en ouverture quel est le résultat de Nvidia demain, et c'est probablement l'action la plus systémique depuis 25 ans. On se rappelle que les fois précédentes, ça a quand même bougé beaucoup. Donc la volatilité implicite du S&P soit au plus bas la veille, ça montre aussi, on va dire, l'état d'esprit des investisseurs. Mais bon, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde les fondamentaux, oui, on peut comprendre cet optimisme. On va finir, on va dire, demain la saison des résultats du premier trimestre. Ils ont quand même été globalement de bonne facture. Alors on a eu aux États-Unis, comme d'habitude, le schéma classique où les sociétés guide à la baisse, les analystes revoient et puis on bat les attentes. Entre parenthèses, le niveau des bénéfices pour le S&P 500 au niveau du T1 est quand même en baisse par rapport au trimestre précédent. On sera sur un point, voilà, exactement, en séquentiel. On sera probablement sur un point bas au T1 et puis ça va remonter dans les 3 trimestres qui viennent. En Europe aussi, on est quand même. Alors, il y a plein de bonnes choses, on y reviendra sans doute, mais on est quand même en baisse. D'un trimestre sur l'autre. D'un trimestre sur l'autre. Et même sur un an glissant, on est sur une légère contraction des profits. Mais bon, le point important pour moi, c'est que depuis le début du deuxième trimestre, on a de nouveau changé de régime sur le lien entre les taux d'intérêt et les actions. Au premier trimestre, vous vous souvenez, on montait alors que les taux d'intérêt ont commencé à corriger. À un moment, la remontée des taux d'intérêt, le fait que le marché devenait de moins en moins optimiste sur les baisses de taux de la Fed, a commencé à faire peur, y compris le marché actions. Et on a eu au mois d'avril cette correction simultanée sur les actions et sur les obligations. Donc là, ça nous rappelle, évidemment pas du tout dans les mêmes proportions, mais 2022. Voilà. Le 10 ans américain allait à 4,70, c'est ça? On a touché 4,73, je crois, au plus haut le 25 avril. Voilà. Bon, c'est quasiment 100 points de base de hausse par rapport au plus bas qu'on avait touché au mois de janvier. Bon, et depuis le début du mois de mai, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix des obligations augmente, donc les taux d'intérêt rebaissent. On a reperdu 40 points de base quasiment entre plus haut et plus bas sur le 10 ans américain en même pas 10 jours. Donc là encore, on en avait parlé la fois précédente, mais on a quand même une volatilité sur les taux d'intérêt qui est quand même plus forte qu'avant. Et c'est ce côté. Alors pourquoi? Parce que d'un côté, on va dire, on a eu une réunion de la Réserve fédérale au début du mois qui a continué globalement à dire oui, la politique monétaire est restrictive. On n'a pas encore assez d'éléments, mais on va quand même aller vers des baisses de taux. Pas tout de suite. Donc après les banques centrales en Europe, mais quelque part au deuxième trimestre, donc disons en septembre, c'est ce qu'anticipent les marchés aujourd'hui. Et puis on a eu des nouvelles économiques qui restent
correctes, mais qui ralentissent. Et donc, on est dans ce... Vous savez, en général, on est soit good news is good news, bad news is good news. Là, moi, je le résumerais en disant soft news is good news. C'est-à-dire que si on a effectivement des nouvelles économiques qui sont tièdes, c'est exactement ce dont les marchés rêvent, puisque ça permettra d'avoir à la fois de la progression des bénéfices et probablement des baisses de taux. Donc, c'est ce régime Goldilocks, boucle d'or, qu'on a connu déjà dans le passé, qui est quand même dans sa constitution différente du new normal, donc ce qu'on avait avant le Covid. On y reviendra sans doute aussi. Mais effectivement, voilà, c'est un optimisme qu'on peut comprendre, un optimisme qui n'exclut pas d'être vigilant, parce qu'effectivement, il y a toujours des petits signes à droite à gauche qui montrent que cette politique monétaire restrictive, elle pourrait commencer à peser à un moment ou à un autre. Mais oui, globalement, tout ça, j'allais dire... tient debout jusqu'à ce que... La confiance n'est pas perdue. Jérôme Powell et les banquiers insistent beaucoup sur le niveau de confiance qu'ils peuvent avoir en vue de baisser les taux. Ils ont perdu un peu de confiance, mais la confiance est toujours là, validée notamment par une série de données économiques qu'on a eues ces derniers temps. Exactement. Rien ne vient pour l'instant perturber. Donc on a beaucoup d'échéances devant nous au deuxième semestre, et ce sera dominé évidemment par les élections américaines. Il y en a d'autres. Voilà. Et on n'a pas encore identifié le grain de sable inconnu qui viendra se mettre dans les rouages. Plus l'intelligence artificielle dont on parle aussi, et voilà, qui fait rêver. Que vous inspire ce calme de marché, si je reprends ce terme, Vincent? Et effectivement, derrière la mécanique que décrit Philippe, qui est un schéma ou un régime de marché un peu différent des 3 premiers mois de l'année, notamment, quand on rentre un peu dans le détail des marchés actions, des intérêts des investisseurs, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport au début d'année, par exemple? J'ai l'impression que les choses se calment un petit peu sur la partie obligataire. On retrouve de nouveau le montage de fonds datés ou des choses comme ça. Donc en clair, ça, pour moi, c'est le signal que de nouveau les investisseurs institutionnels ont l'idée que sur ces niveaux, il faut de nouveau figer les taux et que la probabilité que ça aille encore au-delà est de nouveau faible. Sur les actions, pour moi, objectivement, on est dans un scénario assez idéal. C'est-à-dire qu'on a des tas d'indications comme quoi la croissance, sans être spectaculaire, est pérenne. Il y a peut-être un petit peu trop d'inflation par rapport à ce qu'on pourrait espérer, mais en réalité, pour les actions, c'est plutôt un facteur positif parce que généralement, ça se traduit sur les chiffres d'affaires, les marges. Voilà, donc, de 2 à 4% d'inflation, c'est le régime idéal pour les actions. Et les sociétés cotées sont, entre guillemets, l'élite de l'élite de l'économie. Donc, généralement, elles sont en plus mieux à même d'en tirer parti de ces situations. Non, pour moi, on est vraiment dans un régime très confortable. On retrouve de nouveau des OPA. Voilà, donc des choses qui peuvent provoquer derrière des comparables. À quel prix est-ce que je sors? Ah oui, donc c'est beaucoup plus cher que ce que j'imaginais. Donc je regarde les comparables, donc il faut aligner les prix. Donc ça a tendance là aussi à soutenir un peu la cote. On revoit passer aussi des introductions en bourse. Ça faisait un petit moment que c'était pas le cas. Alors je sais pas s'il faut l'interpréter positivement ou négativement. Mais de mon point de vue, vu le contexte, c'est plutôt positif. Et on a la confirmation par les banques centrales que les baisses de taux vont venir. Donc c'est pas forcément... Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Ouais. Je pense, pour les actions, la croissance suffit à nous rassurer. Et au niveau micro, on le retrouve aussi au niveau des résultats. Donc je pense que c'est un plus d'avoir une baisse de taux, enfin une ou plusieurs baisses de taux. Donc la question qui se pose est de savoir si ces baisses de taux viennent pour contrer un ralentissement qui serait un peu fort, ou est-ce que c'est juste un ajustement technique? Est-ce que c'est soft news is good news, ou est-ce que ça devient bad news is good news? Voilà. Oui. Donc il faudra regarder un petit peu quelles sont les statistiques économiques ou quels sont les justificatifs que les banques centrales mettent en avant pour expliquer pourquoi elles baissent les taux. Moi, je suis quand même un peu vigilant sur la partie emploi aux États-Unis. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits indicateurs successifs qui laissent penser quand même les choses se tassent. Pas forcément de façon grave, et je pense que l'État fera ce qu'il faut. C'est une année électorale, donc je pense qu'on aura des embauches administratives pour tout le monde a intérêt à préserver la situation actuelle. Voilà, pour s'assurer que tout aille bien jusqu'au bout. Mais je trouve que les choses se dégradent quand même un petit peu à ce niveau-là. On voit le nombre d'emplois commencer à diminuer. Les Américains qui ont 2 emplois
ça monte en puissance, le rythme des hausses de salaire est en train de diminuer, les démissions volontaires diminuent, les emplois vacants, là aussi, c'est en train de diminuer. Enfin, à différents niveaux, je trouve que les indicateurs sont assez convergents. Et ça, c'est un signal favorable, j'imagine, pour la Fed. C'est même un feu vert pour ouvrir la voie à des baisses de taux. Alors, peut-être pas tout de suite, mais on verra. L'emploi, ça fait partie du mandat de la Fed aussi aujourd'hui. Je pense que s'il devait y avoir un débat à l'intérieur des membres votants de la Fed, là où jusqu'à présent on ne regardait entre guillemets que l'inflation, aujourd'hui ceux qui veulent défendre la thèse de la baisse des taux, ils ont des arguments par le biais de l'emploi pour le mettre en avant et pour du coup justifier de le faire. Et il faut quand même se rappeler qu'en termes de calendrier, avec l'élection en fin d'année, ça se télescope avec au moins une des réunions, donc je pense que le fait entre guillemets de forcer un petit peu la main, même si l'inflation n'est pas allée jusqu'à la cible de 2%, quand bien même cette cible serait réellement la cible réelle. Je suis pas certain. Mais ça on verra le taux d'arrivée, l'atterrissage on verra. Je pense que c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une baisse de la Fed en juillet n'est pas non plus totalement impossible encore à ce stade. C'est pas pricé. Moi je l'exclus pas. Je pense que si les chiffres de l'emploi, à la limite, plus que ceux de l'inflation, devaient être vraiment mauvais, là je pense qu'effectivement ça pourrait déclencher un regain d'appétit de la part de la Fed pour baisser les taux peut-être dès cet été. Ce qui m'interpelle quand même jusqu'à présent, c'est aussi le niveau du dollar. Si vraiment les marchés étaient convaincus que ça ne peut pas se faire avant septembre, alors même que la BCE doit baisser ses taux dès le mois de juin, j'ai l'impression que le dollar pourrait logiquement être plutôt vers 1,05 plutôt qu'un 0,9. L'euro-dollar, je comprends. L'euro-dollar. D'accord. Donc je trouve que celle-là d'indication me laisse penser qu'en réalité juillet est peut-être pas complètement. Le Forex est peut-être un peu plus préparé que d'autres marchés à l'idée d'accueillir une baisse de taux de la Fed plutôt plus vite que prévu. Bon, que vous inspirent ces considérations de marché, Igor? Et puis, allons-y. Alors, on va parler d'NVIDIA, mais puisqu'on est dans les sujets macro, prochaine étape, c'est le 6 juin, la baisse de taux de la BCE attendue. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Et qu'est-ce qui se passe après? Quelles vont être les questions ou les attentes du marché après cette première baisse de taux en Europe? Alors la situation actuelle, parce que beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas répéter, mais pour moi le marché il fonctionne un peu comme un train de marchandises. C'est une image ferroviaire. Pour qu'un train de marchandises arrive à son but, avec sa marchandise, il faut des rails. Les rails, c'est la politique monétaire. Et ça avait un peu déraillé dans la communication, puisqu'à un moment, on avait même pu penser qu'il pourrait réaugmenter les taux. Donc ce sujet-là, il est derrière nous. Après, on parlera du sujet de baisse des taux, mais en tout cas, ce sujet-là, il est écarté. Donc le train démarre, mais pour qu'il démarre, il lui faut une locomotive. Et la locomotive, c'est l'économie américaine, alors qui va peut-être un peu moins vite maintenant qu'il y a quelques mois. Mais l'économie européenne qui décollait en douceur prend un tout petit peu plus d'allant. Et puis après, il faut des wagons, donc de marchandises. Et les wagons, c'est les résultats des entreprises. Et là, encore une fois, on le verra demain pour NVIDIA, qui est un marqueur, mais qui n'est pas quand même la somme de profits engendrés sur cette planète, qui jusqu'à présent, je pense jamais, mais qui pour l'instant n'ont pas du tout déçu. Donc aujourd'hui, on a ce scénario. C'est vrai quand même que je pense que l'Europe, on en reparlera, mais si l'Europe baisse ses taux avant les États-Unis, c'est déjà un petit peu quelque chose qui n'était pas prévu. Ça peut relancer le crédit, et particulièrement la partie immobilière qui souffre beaucoup. Il y a un message aussi un peu social, qui est de dire, parce que le consommateur, notamment français, mais pas que, il est un peu pressurisé de toutes parts. Et donc, je serais étonné qu'il ne le fasse pas, vu l'environnement qu'on a. C'est-à-dire des hausses salariales qui sont contenues, une inflation qui a quand même... Vous le disiez en aparté, falling inflation, donc ça baisse. Oui, mais c'est un constat dressé par certains banquiers centraux européens aujourd'hui. Je sais l'inflation pas si est en chute. Mais on a quand même tous les ingrédients, peut-être pas pour faire une très grosse baisse des taux, mais pour enclencher un changement de régime
qui donnerait quand même de l'air, même si les enquêtes, déjà sur la production industrielle allemande, on a eu un rebond, la trésorerie d'exploitation des entreprises est en amélioration, même si il y en a qui souffrent, mais comme vous le disiez, les sociétés cotées sont un peu l'élite, nous c'est un peu notre prisme, mais parce que c'est aussi ces sociétés qui tirent l'économie, donc le scénario est ça bon. Représente pas rien. On me dit souvent les marchés c'est pas la réalité. Oui, mais ça n'est pas non plus pas la réalité. Ça représente aussi quelque chose quand même. Non, c'est pas. Je me souviens d'un président qui disait les marchés n'ont pas toujours raison. En fait, ils ont toujours raison parce que c'est pas eux qui décident, c'est l'économie et eux sont le reflet d'une économie. Alors parfois ils corrigent avec leur rôle de sismographe, mais je reviens aux baisses de taux. Si je prends le scénario du marché, ce que signalent les banquiers centraux américains, 2-3 baisses de taux de la BCE, c'est tout à fait possible cette année, peut-être 3 encore en 2025. En tout cas, c'est à ce rythme-là que la BCE semble confortable avec l'idée des baisses de taux. Enfin, si 1, 2, 3 baisses de taux cette année, ça change quoi pour des marchés comme les marchés immobiliers? Ça m'intéresse. Est-ce que ça suffit? Ça fait 50, 75 points de base de baisse de taux partant d'un taux de dépôt qui est à 4 aujourd'hui. Est-ce que ça met vraiment de l'huile dans les rouages? Non, mais l'emprunt immobilier, c'est pas juste un taux, c'est des conditions d'octroi, c'est des garanties, etc. Donc ça, on verra comment ça se translate. D'accord. Du point de vue c'est pour savoir si bancaire. C'est un vrai effet. Je pense que le risque pour nous, le danger, c'est, en tant que gérant, c'est est-ce que ces 3 baisses de taux ou ces scénarios monétaires sont déjà inclus dans les cours? Est-ce qu'il faut les préacheter ou il faut déjà commencer à donner un peu la surperformance? En fait, les marchés, c'est le timing. On dit souvent en anglais, life is a process, timing is the success. C'est-à-dire que nous, on a un processus de gestion, et puis après, on a un timing d'achat, de vente décrété. Là, moi, j'ai l'impression que sur l'Europe, on en s'est bien ancré dans cette... Au niveau de prix, de valorisation des marchés actions, dans cette politique monétaire, on est plus sûr que la BCE va baisser ses taux que la Fed. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais on est sûr aussi que la Fed ne va pas les monter. Mais bon, comme on a eu une petite piqûre de rappel en avril qui a quand même un peu fait des secousses, bon voilà. Après, on a aussi ce fameux proverbe en mai. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas, mais on voit quand même les performances boursières. Ça serait pas illogique parfois de prendre un petit peu de surperf comme ça pour refaire du cash. C'est pas les clients nous le demandent et on peut pas vraiment leur dire non plus. On va pas leur vendre un scénario à plus 30 dans les 6 mois. Donc ceux qui ont été bien investis jusqu'à présent, alléger un peu, c'est pas une mauvaise décision de gestion, c'est ce que vous dites, en termes de stock picking, quand on a des modèles économiques qui marchent dès qu'un investissement, il faut pas s'en défaire. Je crois que vous avez trouvé le nouvel adage boursier pour le mois de mai, Vincent. Comment vous dites? Buy in May and enjoy your holiday, c'est ça? Voilà. On verra. Il reste encore une petite dizaine de jours, mais pour l'instant, c'est un mois positif. Effectivement, un mois de rattrapage après le creux d'avril. Avant et après les baisses de taux, enfin, notamment en Europe, puisque c'est là que ça va se passer d'abord. Ça a commencé déjà en Suède, en Suisse, et ça arrive le 6 juin prochain pour la BCE. Absolument. Et je voulais revenir un petit peu sur le dollar, parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que la BCE surveille. On l'a souvent dit, donc en tout cas depuis l'existence de la BCE, ça avait été le cas avant qu'elle n'existe, mais ce sera la première fois qu'elle va baisser ses taux avant la Fed, et je pense que elle le fait quand même avec un petit peu d'appréhension, parce que si on avait un effet fort sur l'euro, qu'on aurait pu avoir dans ce contexte-là, il y a un contexte d'inflation importée. On sait que, en particulier sur l'énergie, on achète notre énergie en dollars. Et donc le fait que l'euro-dollar soit resté calme, je pense que c'est un très bon signe pour la BCE. Je pense aussi qu'en partie, ça s'explique par tout ce dont on a parlé avant sur les marchés. Le dollar, c'est quand même globalement une devise risk-off. Donc le fait que les marchés soient optimistes, ça aide. Le dollar, qui est quand même globalement au-dessus de ces niveaux de parité de pouvoir d'achat, ou ce genre de choses, à rester calme. En tout cas, par rapport à l'euro, et toute la volatilité, elle a été sur le dollar yen. Et là, effectivement, on a vu que c'est la Banque du Japon. Alors, elle n'a pas officiellement intervenu, mais tout le monde sait qu'elle est intervenue, on va dire, pour mettre fin à la chute du yen, parce qu'effectivement, étant donné qu'elle monte ses taux, mais alors là, pour le coup, avec des pas de 10 points de base très prudents, c'était la devise qui, on va dire, était pénalisée, la devise japonaise, du retard des baisses de taux de la Fed. Et donc, elle semble avoir ajusté son niveau d'intervention un peu à la hausse. Bon, donc effectivement, la volatilité, elle est plus là, mais le point, c'est qu'effectivement, le terrain semble balisé pour que les banques centrales européennes, parce qu'on aura probablement aussi la Banque d'Angleterre, donc
commence en juin et sans que les marchés, on va dire, tremblent, et sans qu'on ait ce qui serait une mauvaise nouvelle pour la Banque centrale, mais une espèce d'effet feedback négatif avec un petit peu plus d'inflation apportée. Donc là encore, ça se passe. On a effacé cette baisse de taux à un moment côté américain, l'euro-dollar n'est pas allé à la parité pour autant. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point. Ça, c'est un point aussi plutôt sympathique entre guillemets dans l'environnement, surtout vu de Francfort, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, l'inflation européenne, elle valide vraiment ce choix de politique monétaire à ramener vers notre 4%, c'est clairement restrictif. Même si effectivement l'économie européenne donne des signes de reprise timide, donc c'est plus effectivement pour avoir une politique monétaire moins restrictive, mais le mandat de la BCE, lui, il est vraiment plus centré vers l'inflation, donc une inflation qui est vraiment là quasiment à la cible, c'est logique de relâcher, et ça valide aussi. Pour moi, c'est aussi l'un des éléments intéressants de ces dernières semaines, c'est qu'on commence à voir des révisions positives sur les bénéfices en Europe. Parce qu'aux États-Unis, on va dire, les attentes, on le disait tout à l'heure, pour le deuxième, troisième, quatrième trimestre, elles sont confortables. Elles sont confortables. Voilà. Confortables. Donc, je ne dis pas qu'elles sont déraisonnables, mais elles sont confortables. En Europe, elles sont positives, mais elles sont plus basses. Et donc, il y a de la place, on va dire, pour des révisions à la hausse. Et ça aussi, c'est l'un des éléments que les marchés adorent. Il n'y a rien de plus stimulant pour un investisseur en action que d'avoir des perspectives bénéficiaires qui sont revues à la hausse. Et en plus, quelques petites baisses de taux qui viennent agrémenter tout ça. Est-ce que ça veut dire que pour un investisseur global, notamment un investisseur en dollars, par exemple, Philippe, le cas d'investissement européen est-il en train de devenir plus intéressant ? Bien, si je vous cite, donc vous, GIM Global Partner, donc on a des participations dans des boutiques de gestion un peu partout. Notre principal partenaire qui fait de l'allocation d'actifs, donc Richard Bernstein Advisors, pour la première fois depuis longtemps, est bien plus positif sur les marchés en dehors des États-Unis. L'Europe, le Japon, la Chine, qu'ils ne sont sur les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'opportunité, mais si on veut regarder, on va dire, au niveau des indices, donc ça, c'est un signe. Une des grandes maisons de Wall Street, Morgan Stanley, pour ne pas les citer, qui publiait, je crois, hier ou avant-hier, leur outlook sur le deuxième semestre, les marchés sur lesquels ils sont les plus positifs, c'est l'Europe. Ouais. Donc il y a en tout cas un regain d'intérêt là où quand même, faut être honnête, c'est en général pas la priorité des investisseurs américains, notre continent. On m'a dit l'Europe pour un investisseur américain est vue comme un lieu de tourisme avant tout. Non mais voilà, c'est à l'Europe de démontrer qu'elle peut être effectivement un terrain d'investissement structurel pour des investisseurs étrangers. On peut imaginer qu'il y ait alors au moins une fenêtre, et on verra combien de temps la fenêtre peut durer, mais qui soit en relatif plus favorable à des actifs non américains et potentiellement européens, Vincent ? Alors déjà, le fait qu'il y ait un peu de reprise économique, si on regarde en relatif, en fait, l'ampleur de la reprise économique en Europe sera beaucoup plus forte que dans les autres zones. En niveau absolu, d'autres zones auront un niveau supérieur à celui de l'Europe, mais par contre, la dynamique est beaucoup plus forte en Europe qu'ailleurs. Donc déjà, on peut essayer de surfer un petit peu là-dessus. Je pense que le fait que la BCE baisse ses taux n'est pas forcément un énorme sujet sur le dollar ou sur l'inflation importée, parce qu'en réalité, ça risque de restimuler la croissance. Et en fait, une des raisons pour lesquelles je pense que les investisseurs étrangers délaissent la zone, c'était la Russie et c'était la croissance. Il y a 2 ans sans croissance. La Russie, le problème continue de se poser, mais par contre, le fait d'avoir de nouveau un petit peu de baisse de taux pour restimuler un petit peu la croissance, je suis pas sûr qu'on ait du coup un effondrement du dollar. On a de nouveau des proies possibles. On voit bien que les autorités européennes sont un petit peu plus accommodantes quand il s'agit de laisser filer certaines entreprises. Il y a un changement d'état d'esprit, on est un peu moins protecteur du consommateur et on commence à... les lignes sont en train de bouger. Je pense qu'avec les élections qui viennent, à la fois en Europe et aux États-Unis, ça peut aussi être tentant pour des investisseurs étrangers dans la mesure où il y a des régionalisations qui sont en train de se réorganiser, d'être complètement exposés sur les États-Unis.
avec l'hypothèse de Trump qui débarque, vous ne savez pas trop comment les choses vont se passer. Ça peut être aussi raisonnable de disperser un petit peu vos... Vous dites tout le narratif autour de l'autonomie stratégique de l'Europe, ça c'est la voie portée par la France, Emmanuel Macron, mais l'idée qu'on est peut-être un peu moins naïf aujourd'hui, il y a des évidences suffisamment sensibles pour qu'un investisseur américain au fin fond du Texas ou de l'Ohio en prenne conscience et se dise tiens, ils sont en train de se défendre un peu plus que ce que j'imaginais, ça vaut le coup de mettre quelques dollars là-bas. Stratégique, non. Tactique, oui. Ouais, d'accord. Donc pour moi, à horizon, on va dire d'un an ou quelque chose comme ça, pour moi, l'Europe est un investissement assez évident pour un investisseur étranger. En stratégique, je suis pas certain qu'on fasse bouger les choses. Peut-être que si nous aussi on gagne en productivité avec l'IA ou des choses comme ça, voilà. C'est une histoire de long terme. Voilà, peut-être que là ça vaudra la peine. Le deuxième argument, c'est le côté un peu spécifique de l'Europe, c'est son engagement socialement responsable, transition énergétique. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de négatif en bourse, puisqu'en fait c'est plutôt des surcoûts. Voilà. Enfin, je pense que globalement c'est pas très constructif pour la cote européenne. Peut-être que dans un deuxième temps, plus tard, cette marque de fabrique européenne sera de nouveau positive en relatif et attirera de nouveau les capitaux internationaux. Cette valeur extra-financière pourra se retrouver à un moment... Il y a un côté croissance, il y a un côté bien-disant. Ce sont des coûts que nous on assume aujourd'hui, les autres pays devront probablement les assumer aussi à leur tour un jour. Donc en relatif, il est possible que l'Europe, ce jour-là, ait pris en fait une forme d'avance et sur des positionnements de croissance. Sur l'Europe, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Igor? Je notais quand même aussi une forme de rattrapage des small et mid cap en Europe. On a peut-être la cote au monde des small et mid la plus intéressante, avec de la qualité, une profondeur de cote, etc. Bon, à Paris, ça y est, l'indice, le CAC Small, fait jeu égal avec la performance du CAC 40 depuis le 1er janvier désormais. Après, il a du retard, mais... Ah oui, oui, au moins une paire d'années, oui. Alors, moi, ma vision de l'Europe, pourquoi c'est un secteur, une zone géographique achetée, c'est pas tout à fait pour les raisons, c'est même à l'inverse, c'est plutôt parce que l'Europe est devenue un vassal complet économiquement des États-Unis. Et donc les Américains n'investissent que très rarement dans des systèmes qui leur sont défavorables, qui leur sont, et d'ailleurs on l'a bien vu avec les différents conflits, même les Chinois. Donc moi je pense plutôt qu'on est devenu par extension une gigantesque zone de consommation pour les États-Unis, avec une gouvernance... En restant aligné sur les intérêts de plus en plus, il me semble. Pas de moins en moins, de plus en plus, puisque l'autonomie stratégique de l'Europe n'existe pas dans les faits aujourd'hui. Et donc c'est plutôt pour ça que les Américains reviennent, parce qu'ils ont un cadre d'investissement où effectivement il y a un momentum économique qui se dessine. Ça les rassure, quoi. Voilà. Mais c'est pas du tout parce qu'on emprunte une voie qui est désalignée et différente d'eux, puisque ça c'est pas du tout dans la mentalité d'un Américain d'aller mettre à risque son argent dans un système de gouvernance qu'il ne comprend pas, qui soit pas aligné avec ses intérêts, en tout cas aux intérêts du monde anglo-saxon. Donc ça c'est ma lecture, mais les faits, les conséquences, c'est vrai que, de toute façon, l'Europe n'est jamais une pondération majoritaire pour un Américain. C'est satellite, c'est un investissement de tourisme, évidemment. Évidemment, comme vous l'avez dit, c'est tous les sens du terme. Voilà. Donc, oui, on a des sociétés de qualité, on a des sociétés qui ne sont pas encore très chèrement valorisées. Donc, sur les small et mid cap, je pense que c'est quelque chose qui a démarré en fin d'année et qui va perdurer. D'accord. Et c'est le même mouvement pour vous qui se poursuit. Il y a eu, effectivement, le début d'année a été un peu plus mou que la fin d'année, mais, oui, mais pour bon, vous, c'est... Ça va jamais en ligne droite non plus. Donc, il faut aussi voir que les petites entreprises ont plus de mal à absorber tous les chocs, et l'économie mondiale envoie des chocs à répétition. Quand vous êtes Nvidia ou Total Energy, c'est plus facile de les absorber. Mais aujourd'hui, la prévision macroéconomique est plus difficile pour une petite société dans un monde global. Quand on était chacun dans son coin, c'était plus facile. Est-ce que pour un investisseur en dollars, je ne sais pas, la perspective de l'élection américaine, des turbulences que ça peut générer sur le marché américain peut-être en premier lieu, est-ce que c'est aussi un argument, alors peut-être par défaut, mais qui peut permettre de se dire, tiens, pour quelques mois au moins, je vais aller voir comment ça se passe en Europe, les élections
élections auront lieu, etc. Alors, premier concept, il ne faut jamais gérer avec sa carte d'électeur, quel que soit l'endroit, parce qu'on l'a vu pour le Brexit, en Italie, lorsqu'il s'agit de éventuellement avoir un gouvernement anti-euro ou l'élection de Trump, les marchés ont tout de suite remonté. Après, ma vision, c'est que Trump et Biden, c'est en fait les deux faces d'une même pièce. C'est les États-Unis. Et les États-Unis sont entrés depuis Barack Obama dans un cycle protectionniste. Donc, Barack Obama l'avait initié, Trump l'a renforcé, et Biden l'a plus que prolongé, c'est-à-dire qu'avec l'IRA. Donc ça, c'est une donnée à plus long terme qui est défavorable pour l'économie mondiale, qui est défavorable pour l'Europe, puisque nous, on est vassalisés, et en même temps, on a la Chine qui est un énorme producteur, un déflateur aussi potentiel. Donc c'est... Aujourd'hui, on est dans une situation qui est peut-être un peu plus complexe à moyen long terme. Les États-Unis, ça reste la première puissance économique mondiale. C'est pour ça que sa monnaie est une monnaie de réserve mondiale. Et tant que ça n'est pas remis en cause, il n'y a pas de raison de ne pas y investir. Après, la gouvernance d'une démocratie qui va probablement devoir recompter ses votes avec 2 personnes qui sont très âgées, c'est un signal aussi qui n'est pas forcément rassurant, mais on sait aussi que la démocratie américaine est plutôt pilotée par des lobbies industriels et économiques, et notamment le lobby de l'armement. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est la donne aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Sur les élections américaines, d'abord, il faut pas oublier que, évidemment, tout le monde va se focaliser sur l'élection présidentielle, mais qu'il y a aussi un tiers du Sénat et la Chambre des représentants, et qu'il faudra faire attention à tout ça pour voir quels sont les vrais pouvoirs de la nouvelle administration. Parce que Barack Obama a été empêché de gouverner dans son deuxième mandat. Donc ça, c'est le premier point. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Niort, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de différence entre les démocrates et les républicains, qu'on veut bien le dire. Le protectionnisme, le fait de voir dans la Chine un rival stratégique qui leur est insupportable, et ça, c'est quelque chose de complètement partisan. Il y a un point important pour moi qui sépare possiblement Trump et Biden, et qui peut avoir un gros impact, alors plus sur le marché obligataire que sur le marché action, sachant que les deux sont liés, c'est l'immigration. Je pense qu'on n'a pas assez souligné l'importance de l'immigration aux États-Unis, en partie clandestine, sur le premier mandat de Joe Biden. Donc on peut se demander où serait l'inflation, puisqu'on voit que le marché du travail, même si effectivement il donne quelques petits signes de faiblesse, il reste quand même robuste. Où serait le taux de chômage s'il n'y avait pas eu d'immigration? Et donc, le phénomène de désinflation immaculée est en grande partie lié à la rouverture des frontières. Et que c'est l'un des domaines où le président, par des executive power, comme des décrets exécutifs comme on l'avait vu dans le mandat de Trump, pas tout à fait pareil. Exactement. Philippe, c'est bien pour ça. Sur des sujets donc c'est ce domaine-là, parce que si économiquement majeurs, ou en tout cas avec des conséquences encore une fois, économiques après, il y a ce que le marché peut anticiper. Si le marché anticipe une politique d'immigration beaucoup plus stricte aux États-Unis, dans le cas de l'élection de Donald Trump, on peut avoir, on va dire, quelques éruptions sur la partie longue de la courbe des taux. Voilà. Ça c'est plus, à mon avis, ça le point que, effectivement, sur la politique commerciale, où globalement, il peut y avoir du bruit. Même sur les politiques d'impôts, on a vu finalement que les deux avaient été... l'un a baissé les impôts, l'autre a augmenté les dépenses. Les deux font monter le déficit. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Bon, et pour l'instant, personne n'arrive avec un vrai... je reviens aux craintes potentielles d'un investisseur obligataire. Autre sujet qui est en train de monter, c'est la relation de Donald Trump et de la Réserve fédérale américaine. Avec une nouvelle équipe, en tout cas des conseils aujourd'hui, qui ne cachent pas leur volonté de dire que Powell out, et puis derrière, on mettra vraiment des gens qui seront au diapason de la politique fiscale et budgétaire menée par Trump. Donc normalement, il est là jusqu'à début 2026, je crois, Powell. Mais oui, ça c'est un point. C'est pour ça que moi, je pense qu'effectivement, d'un certain côté, la Réserve fédérale, elle fera quelque chose en septembre, s'il est donné... après, la réunion suivante, elle est juste le lendemain de l'élection américaine. Donc normalement, ça n'interfère pas. Fascinant dans le monde politique américain, c'est que Peter Navarro, qui était un des anciens conseillers clés de Donald Trump pour son mandat 2016-2019, il était conseiller au commerce, il avait écrit, c'était quoi, de Death by China, je crois, c'était son grand livre, effectivement, sur la Chine, etc. Alors, il est en prison pour quelques mois parce qu'il a refusé de participer à l'enquête du Congrès sur les événements du
du Capitole en janvier 2020, donc il purge quelques mois. Et il donne des interviews et il dit les 100 jours de Trump, voilà comment ça va se passer. Donc Powell out, l'immigration c'est fermé, les tarifs c'est partout et pour tout le monde. Enfin, il y a le playbook dans le texte de Peter Navarro, en tout cas. Alors, ça peut faire bouger les anticipations d'inflation. Effectivement, une différence qui est notable, c'est que Donald Trump est probablement moins prévisible que Joe Biden. C'est pas un élément de contenu de la volatilité. Ça ne met pas forcément le VIX à 12. Vincent, je ne sais pas, sur Biden-Trump, est-ce qu'il y a déjà des éléments effectivement de réflexion? Et puis, il nous reste quelques minutes pour dire un mot un peu des enjeux de Nvidia, puisque c'est l'action systémique de ce moment de marché-là. Bon, Biden-Trump, j'ai l'impression qu'on a à peu près tout dit. C'est-à-dire que de toute façon, il y a une convergence sur le fait de taxer. Il y a une convergence sur le fait de renationaliser des activités. Taxer 18 milliards de produits chinois importés. Mais c'est 4%, c'est 4%. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais c'est pas pareil que ce que dit Trump, ce sera tarif pour tout le monde. Merci, mesdames, messieurs. Non, mais on est bien d'accord. Donc, même dans la méthode et sur le fond, c'est pas tout à fait la même histoire. Oui, ensuite, pour moi, la grande différence, c'est surtout que Trump reste dans une idée assez libérale, c'est-à-dire qu'on baisse les taxes intérieures, on taxe l'extérieur, mais le but, c'est d'espérer que l'intérieur reste créatif, investisse, etc. Donc, en clair, que les capitaux tournent de façon positive. Biden, il flèche les capitaux. Pour moi, c'est ça, en fait, la grande différence, c'est que je taxe extérieur et intérieur, mais par contre, je veux impérativement avoir une ligne de conduite, certains domaines de développement qui se font. Donc, pour moi, c'est ça la principale différence entre les deux. Bon, Nvidia, demain soir. Nvidia, quelle est l'équation là, pour les marchés? Le titre est quasiment sur ses plus hauts, ce qui veut dire qu'on a à l'évidence un optimisme. Depuis 2-3 jours, on a beaucoup de courtiers qui révisent en hausse de façon assez agressive, même pour certains, leurs objectifs. Juste avant la publication, c'est relativement courageux. Donc je soupçonne qu'ils sont très à l'aise sur la publication. On sait que la société a beaucoup d'avance par rapport à ses concurrents en termes de produits. Donc il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises à ce niveau-là. J'ai pas l'impression, quand j'entends un Facebook, qu'il y ait le moindre ralentissement sur les investissements sur le thème de l'IA. Donc c'est pas encore le moment du trou d'air de la demande pour les puces dédiées aux nouvelles applications IA. Et la société a, alors de mémoire, 20 ou 25 milliards de trésorerie excédentaire. C'est plutôt à la mode de faire des beaux rachats d'actions quand on ne sait pas quoi faire de son argent tellement on en gagne, en sachant que je crois que c'est spectaculaire. Je crois que l'année prochaine, les prévisions, c'est d'avoir une centaine de milliards de dollars de cash si on ne fait rien. Donc pour moi, c'est évident qu'au-delà de l'opérationnel, on aura très probablement des bonnes nouvelles sur dividendes. Du retour aux actionnaires. Quoi. Voilà. Donc je pense que ça se passera bien. Dividende, je sais pas, il verse un dividende déjà Nvidia aujourd'hui ou pas? Il verse un dividende Nvidia aujourd'hui ou pas? Non, je sais pas. Comme la boîte existe quand même depuis avant l'IA, je suis pas sûr. Hein. C'est pas très élevé, mais oui. Ah, ils ont un petit dividende quand même Nvidia. D'accord. Il reste Amazon alors qu'ils ne versent pas de dividendes encore dans le groupe des. Ça aussi, c'est ce qui m'a marqué moi de voir Facebook, Google commencer à mettre des petites touches pour verser du dividende, fidéliser des actionnaires, attirer peut-être aussi de nouveaux actionnaires, une nouvelle catégorie d'investisseurs et tout. Alors même que la fiscalité a monté sur les rachats d'actions. Ouais. Donc c'est pas un handicap et que les taux d'intérêt sont très élevés. D'habitude, un certain nombre de sociétés empruntent bien sûr. pour faire ces opérations. Bon, sur les enjeux Nvidia et tout ce qu'il y a autour, puisque c'est demain le moment de vérité. Ce qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup d'Nvidia et on dit l'intelligence artificielle, mais on en avait déjà parlé sur ce plateau. Les dépenses en IT aux États-Unis n'ont pas bougé en termes de proportion du PIB, ni en termes de taux de croissance par rapport au PIB. Ouais. Donc en fait, on parle d'un progrès, mais qui ne se voit pas du tout dans le niveau d'investissement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des arbitrages qui sont faits potentiellement? Là, il y a une prise de part de marché parce qu'il y a des produits qui sont plus performants, mais globalement, la masse d'investissement informatique suit un rythme médian, régulier, historique, d'accord.
qui n'était pas du tout le même dans les années 2000, où il y a eu une excroissance, etc. Ouais. Donc, c'est pour ça, on dit l'intelligence artificielle, c'est pas encore le moteur explosion, comme espèce de... Non, mais le moteur explosion, ça a transformé les économies et les industries. Donc aujourd'hui, bon, c'est toujours bien en bourse quand il y a des histoires comme ça, les Apple, parce que ça fait rêver et qu'il y a beaucoup de création de valeur. Après, comme je le répète, Nvidia ne fera pas tous les profits engendrés par les entreprises sur cette planète. Et on ne peut pas manger des puces électroniques. Donc, on peut aussi produire des produits alimentaires. Bon, donc, j'y accorde... Je ne vais pas dire que j'y accorde pas d'importance parce que ça serait déraisonnable, mais c'est systémique pour des gens qui sont très investis sur les valeurs techno, sur le Nasdaq, sur les États-Unis. Est-ce que... répercussion, volatilité du marché américain, ça se retrouve aussi... La volatilité, c'est une chose, c'est la donnée du gérant. L'économie, le cours de Total Énergie ne va pas dépendre des résultats d'NVIDIA. Non. Donc, c'est plutôt des opportunités, sachant que la volatilité est plutôt l'ami du gérant et l'ennemi du client. Ouais. Bon... Sur l'équation Nvidia, vous disiez, on n'a jamais vu depuis 25 ans une action aussi systémique. Donc 25 ans, j'ai calculé, oui, ça nous ramène aux années 2000, quoi. Oui, je ne suis même pas sûr que dans les années 2000, il y en avait une qui était aussi symptomatique. Non, ce qui est fascinant... Apple, à un moment, on attendait Apple quand même chaque quarter comme ça. Mais... C'est ce que vous dites, c'est que pour l'instant, on disait que dans la ruée vers l'or, c'est seulement les fabricants de pelles qui ont... Donc pour l'instant, effectivement, l'intelligence artificielle, tout se joue sur Nvidia et les sociétés qui sont proches, globalement, c'est-à-dire l'écosystème, parce qu'on ne sait pas encore, même si on a commencé à avoir dans les résultats du premier trimestre, on ne sait pas encore ceux qui sont vraiment capables de créer des nouvelles sources de recherche. Alors ça se dessine, on voit bien que Microsoft, ne serait-ce que par leurs investissements dans OpenAI et autres, Alphabet maintenant, parce que ça, effectivement, cet investissement-là, c'est pas forcément d'investissement IT, ça va être de l'investissement dans des services. Bien sûr, des usages. Donc c'est... Et celui-là ne fait probablement que débuter et plus difficile. Et là, le match est ouvert, vous dites, de ce point de vue-là? Le match est ouvert, compris pour nous en Europe. Probablement là que, on va dire, sur les 5 ou 10 prochaines années, il y a des relais de création de valeur qui sont encore tout petits aujourd'hui. Et c'est là où aujourd'hui, on va dire, le marché se concentre sur ce qui est visible. Et Nvidia, c'est visible. Ça pourra probablement pas durer à ce rythme-là pendant 10 ou 15 ans. Mais effectivement, le trou d'air, comme vous disiez, à moins d'une énorme surprise, il n'est effectivement pas pour demain. Bon, petite news dans l'IA aujourd'hui. Donc, c'est la société française Holistic AI, alors qui s'appelle H maintenant, H, qui boucle sa levée de fonds qui avait été déjà plus ou moins annoncée, mais c'est 220 milliards de dollars qui sont levés par cette... 220 milliards? Oui, 220 milliards... J'ai dit quoi? Milliards? Non, millions, pardon, oui, 220 millions. C'est déjà pas mal. 220 millions de dollars levés par H, oui, j'étais sur les valos des Max 7, mais 220 millions, c'est quand même pas mal. Pour un premier tour de financement, ça se fait en actions, en convertibles, il y a tout le monde dedans, tous les grands fonds de VC, tous les grands milliardaires français ou autres qui sont investis dans H aujourd'hui, donc la nouvelle boutique AI française après Mistral AI. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Philippe Usan, IM Global Partner, Vincent Lequertier, WeSave et Igor Demac, Vital Épargne. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actions européennes. Quelles sont les forces des actions européennes pour les mois et les trimestres qui viennent? Quels sont les enjeux du second semestre qui va commencer ces prochaines semaines pour les marchés d'actions en Europe? Nous en parlons avec Roland Caloyan, le responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonsoir Roland. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Avant d'évoquer le futur des prochains mois, un mot quand même du passé récent pour les entreprises cotées en Europe et même peut-être aux États-Unis dans l'exercice de comparaison. On arrive quasi au bout, alors oui, il manque Nvidia, mais on arrive quasi au bout des saisons de publication de l'activité et des résultats des grandes entreprises pour le premier trimestre. Quels sont les enseignements que vous en retirez, Roland? Alors, je commençais par les États-Unis parce que c'est le plus simple, très bonne. Voilà. Si on devait mettre des notes, encore un très bon trimestre aux États-Unis, clairement. En Europe, c'est plutôt un bon trimestre. Là, voilà, donc on a un petit peu fait le point. On a à peu près 71% des entreprises qui ont publié soit en ligne avec les attentes, soit au-dessus.
En moyenne historique, on est à 64%, donc on est plutôt au-dessus. Donc c'est plutôt un bon trimestre, il faut le dire. En revanche, il y a des petites choses à noter, c'est ça qui est intéressant, c'est sur le revenu, donc vraiment le chiffre d'affaires. Là, il y a eu plutôt des déceptions. Même aux États-Unis, ça n'a pas été extraordinaire, mais en Europe, il y a eu des déceptions. Et c'est pas le premier trimestre où effectivement les chiffres d'affaires sont plutôt décevants par rapport aux attentes. Alors, évidemment, pour passer du chiffre d'affaires au résultat tout en bas, il y a plein de choses, en particulier les coûts. Et donc, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont été capables de garder, de protéger leurs marges. Donc, c'est là où, effectivement, il y a eu pas mal de surprises. J'aimerais aussi remettre cette saison des résultats dans un contexte où on a eu des révisions très fortes baissières pour 2024. C'est important de le signaler parce que, évidemment, c'est un petit peu comme on saut en hauteur, on va bientôt faire les Jeux Olympiques. Plus la barre est haute, plus c'est compliqué à passer. Oui. Et là, la barre était quand même un peu moins haute, puisqu'on a effectivement, en termes de croissance pour cette année, on a seulement 4% au niveau européen. Pour tout l'ensemble de l'exercice 2024. Oui. D'accord. Et le marché est à plus de 10% déjà. Ouais, bien sûr. Donc c'est assez... voilà. Donc c'est effectivement... On a eu des révisions très fortes baissières et le fait qu'on a eu des bons résultats, ça stabilise quand même ces révisions baissières qu'on a pu voir de la part des analystes. Donc voilà, il y a cette hémorragie qu'on a pu voir sur les derniers mois qui s'estompe. On a une stabilisation là des révisions, on est à 4%, on se stabilise à 4%. Maintenant, effectivement, il faut se projeter en disant où est-ce qu'on va, est-ce qu'on remonte, est-ce qu'on a des révisions à la hausse, ou est-ce qu'on potentiellement continue à avoir une deuxième vague de baisse. Sur les chiffres d'affaires, le fait que les chiffres d'affaires aient été parfois un peu décevants, de quoi est-ce le reflet ? Qu'est-ce que ça indique dans l'opérationnel des entreprises aujourd'hui en Europe ? Et oui, s'il faut se positionner sur l'idée du momentum bénéficiaire devant nous, qu'est-ce que vous dites à ce stade, Roland ? Est-ce qu'on peut imaginer une pente quand même ascendante, en séquentiel, une amélioration progressive quand même du momentum ? Alors, nous, en 2023, c'est vrai que quand on rencontrait les gérants, beaucoup disaient « Oh là, l'inflation, ça va être une catastrophe, etc. » Et on prenait plutôt le parti en disant « Mais attention, parce que l'inflation, ça veut dire hausse des prix généralisée. Donc les entreprises vont monter les prix et c'est pas forcément négatif. » Et c'est ce qu'on a vu. Les résultats étaient très bons en 2023, 2022, 2023. Là, on est dans une désinflation. Ça veut dire que le rythme de croissance, de hausse des prix est en train de baisser. Et on voit une corrélation assez forte, en tout cas dans les périodes de hausse d'inflation, entre la croissance du chiffre d'affaires, des revenus, et la croissance des prix. Donc les prix sont en train de décélérer, et vous avez des revenus qui décélèrent aussi. Et les volumes n'arrivent pas à compenser ce phénomène ? On n'a que 0,5% de croissance dans la zone euro. Alors, peut-être ce sera 0,6. Là, j'ai vu qu'il y a des révisions un petit peu à 0,7 au niveau du consensus, mais ça reste quand même très mollasson. Et donc, effectivement, en termes, pour l'instant, les volumes ne compensent pas les hausses de prix. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient fortement monté les prix les 2 dernières années, qui avaient même eu un peu des baisses de volume, parce que quand vous montez vos prix... et là, effectivement, les prix montent moins vite, ou plus, pour certains secteurs, mais les volumes n'ont pas accéléré, et donc là on a effectivement des déceptions. Donc voilà, ça c'est le point important à avoir, il y a un lien entre inflation et hausse des prix. C'est une dynamique très claire à comprendre. Et donc, en termes de momentum bénéficiaire, on a stoppé l'hémorragie des révisions à la baisse pour les résultats des entreprises européennes sur l'ensemble de 2024. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que vous imaginez une amélioration quand même tendancielle au moins des bénéfices ? Alors, je vais encore être un peu décevant là-dessus, parce que moi je pense que le grand challenge pour les entreprises européennes, ça va être les hausses des salaires. On va voir le chiffre cette semaine. On a la BCE qui va publier son... la série des salaires négociés. Exactement, la série des salaires négociés pour le premier trimestre. Il devrait être, quand on regarde un peu le consensus, légèrement en dessous du T4 qui était à 4,5. Là, on devrait être à 4,3. Donc on voit que les courbes se sont inversées entre l'inflation et les salaires. Et ça... Quelque part, c'est pas compliqué de s'imaginer que pour une entreprise, ça veut dire que vos coûts, donc vos salaires, vont monter plus vite que vos prix. Très clair. Et donc vos marges, deuxième semestre, devraient être sous pression. Et l'effort sur les coûts qu'on a pu observer jusqu'à présent, vous dites là, ça va être quand même un peu plus compliqué de compenser toujours cette progression, ce rattrapage des salaires.
À un moment, effectivement, on ne pourra pas tout. Soit on aura un retour de l'inflation, parce que les entreprises vont vouloir. Ça va être compliqué. On voit que ça commence à être tendu. Soit, effectivement, on va avoir un marché de l'emploi qui va se détériorer. On va avoir des plans sociaux, etc. Et donc, c'est l'économie qui va se détériorer à une vitesse que personne n'attend. Mais c'est vrai que le scénario parfait où on disait l'économie tient, l'inflation baisse, les banques centrales vont soulager, ça a l'air d'être quelque chose qui est plutôt derrière nous. Quand vous regardez le fondamental des résultats, les éléments techniques aussi de marché qui sont toujours importants, notamment la partie flux, la valorisation aussi de nos marchés actions en Europe, qu'est-ce que vous recommandez comme positionnement pour vos clients sur le deuxième semestre qui démarre bientôt, Roland ? Alors nous, on a une position plutôt défensive. On a commencé l'année avec une position défensive en recommandation parce qu'effectivement, on avait cette crainte sur les marges. Le premier trimestre a été plutôt compliqué sur notre recommandation puisqu'on a eu plutôt les cycliques qui ont très bien fait sur le premier trimestre. Et là, on voit une rotation. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a un marché qui est quand même haussier depuis le début du second trimestre, donc depuis fin mars, avec un leadership qui a changé. C'est-à-dire que quand vous regardez en performance relative, qu'est-ce qui fait mieux dans le marché en termes de secteur ? Vous retrouvez les défensifs, vous retrouvez les utilities, vous retrouvez la pharma, vous retrouvez la consommation non cyclique, les télécoms tirent aussi un peu leur épingle du jeu, les foncières font pas trop mal, et puis vous retrouvez tous les secteurs qui avaient très bien fait sur la première partie de l'année, l'automobile, le luxe, une partie de la tech aussi. L'automobile a rendu très vite très fort. Tout à fait. Et donc on voit effectivement qu'il y a une rotation, alors elle n'est pas assez forte pour gommer tout ce qui a été fait depuis le début de l'année. J'entends. C'est vrai qu'on a tendance à regarder depuis le début de l'année. La tech reste à plus 20, quoi. Exactement. Mais effectivement, on voit bien sur un secteur qui est par exemple métaux et mines, qui a eu un premier trimestre vraiment très difficile. Et là, qui est le meilleur secteur depuis 2 mois, enfin 1 mois et demi. Voilà, donc, et ça, c'est plutôt défensif. La partie matière première. Ah oui, c'est l'exception. Mais effectivement, c'est juste pour illustrer qu'il y a des rotations qui se mettent en place. Mais qui n'effacent pas effectivement encore tout ce qu'on a vu au premier trimestre. Mais donc, l'idée d'un positionnement plus défensif chez les investisseurs en Europe, c'est ça c'est ce que vous confirmez aujourd'hui d'une certaine manière, Roland. Alors, nous, c'est notre positionnement dans nos modèles et dans notre recommandation, parce que c'est notre vision sur les 6 mois à venir. Aujourd'hui, quand on rencontre les investisseurs, c'est vrai qu'il y a un sentiment extrêmement positif. Beaucoup d'investisseurs qu'on rencontre n'ont pas forcément de position de couverture. C'est un peu l'inverse de 2023, où début 2023, il y avait beaucoup d'investisseurs qui avaient très très peur sur le marché, qui avaient des fortes position de couverture. La volatilité, c'est le ratio put-call, la vol est très basse aujourd'hui. Tout à fait. Donc tous ces indicateurs techniques, le skew, la volatilité, etc., nous montrent effectivement qu'il y a quand même un positionnement relativement optimiste, positif de la part des investisseurs. Ce qui nous confirme aussi d'être quand même un peu plus prudent pour la deuxième partie de l'année. Voilà. En plus, il y a des événements importants qui vont arriver. Mais voilà, si on reste sur les fondamentaux, et puis la valorisation, le marché se traite aujourd'hui 14 fois. C'est des multiples, alors c'est pas des multiples stratosphériques comme aux États-Unis, mais pour l'Europe quand même, avec un niveau de croissance qui est quand même pas extraordinaire, 4% pour cette année. On est quand même sur des niveaux de multiples que je trouve déjà c'est très plus octobre 2022 quoi, pour parler des références précédentes. Un mot des small et mid cap, mais des mid cap en général même d'ailleurs, Roland, parce que l'Europe c'est un marché de mid cap et de mid capeurs. On a peut-être la plus belle cote avec la plus grande qualité d'entreprise, la profondeur de cote par rapport à d'autres marchés dans le monde, et y compris par rapport au marché américain. Est-ce qu'on peut y croire ? Est-ce que ça peut être plus qu'un espoir ? Parce qu'un espoir ne fait pas une stratégie. On a vu quand même un début de rattrapage, un réveil de ce compartiment small et mid. Est-ce que ça peut être suivi d'effet, Roland ? Alors, nous, on a dans tous nos batteries d'indicateurs, l'indicateur qui marche le mieux pour faire l'arbitrage entre les large cap et les small et mid cap, c'est la liquidité. Donc, les banques centrales, la Banque centrale, la BCE, la liquidité comme mesurée avec la quantité monétaire, le M1, etc. C'est vrai qu'avec ce qui nous attend sur la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire des coupures de la part de la BCE, on devrait voir en tout cas les liquidités s'améliorer. Donc pour nous, depuis maintenant plus d'1 an et demi, on dit on ne touche pas
au segment small et mid tant que la BCE ne va pas couper ses taux. Et on va surtout pas, on a vu historiquement qu'il ne fallait pas anticiper, voilà. Ce que beaucoup d'investisseurs font c'est la fonction du marché généralement. Hein. On demande toujours au marché d'anticiper un peu à quelques mois, notamment ce qui peut se passer. Mais là, sur les small, vous dites ça marche pas. Ça marche pas. Historiquement, ça marche pas. Donc effectivement, nous, on attend première baisse des taux de la BCE. Alors, il ne devrait pas trop tarder pour reconsidérer le segment small et mid cap. Effectivement, il y a des niveaux de valorisation qui sont très attractifs, mais j'ai envie de dire, ça c'est vrai depuis plus d'un an, et tous ceux qui se sont jetés à corps perdu dans les small cap, malheureusement, ont sous-performé. Ouais, les larges ont continué jusqu'à aujourd'hui de faire mieux que les small en Europe, même si on voit des indices qui remontent. Rendez-vous le 6 juin donc pour la baisse des taux de la BCE et le redémarrage peut-être des small et mid cap en Europe. Merci beaucoup Roland. Roland Caloyan, responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB, était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse sur Bismart.